À la une de cette édition, stupeur et désolation aux États-Unis, ravagés par des tornades historiques, au moins 83 morts, bilan toujours très provisoire. Joe Biden évoque une tragédie inimaginable. Nous irons à Mayfield, ville martyre de la catastrophe, avec Mathieu Mabin. À la une également, troisième et dernier référendum pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Le vote se tient ce dimanche. Pour l'heure, la participation est en forte baisse. Ce scrutin marque la fin d'un processus de décolonisation inédit entamé il y a plus de 30 ans. Et puis, il est le nouveau visage de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o a été élu à la tête de l'organisation. Son mandat débutera avec la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est organisée en janvier prochain dans son pays. Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Une tragédie inimaginable, ce sont les mots du président Joe Biden après le passage meurtrier vendredi soir et samedi matin d'une série de tornades. Plusieurs États dans le centre du pays ont été dévastés. Le bilan est lourd, au moins 83 morts. Bilan toujours très provisoire. Mathieu Mabin est l'envoyé spécial de France 24 à Mayfield, cette commune qui a été à l'épicentre de la catastrophe. Regardez. La petite ville de Mayfield au sud-ouest du Kentucky restera dans les mémoires comme la ville martyre de l'épisode climatique qui a frappé le Midwest américain. Dans les décombres d'une agglomération qui jusqu'à présent n'avait pas beaucoup fait parler d'elle, quelques habitants, malgré la nuit tombée, fouillent encore les décombres à la recherche d'un bien qui n'aurait pas été emporté par les tornades. Les secours, arrivés en masse des comtés voisins, auront passé toute la nuit à la recherche d'hypothétiques survivants coincés sous les décombres. Durant la journée, le gouverneur de l'État a tant bien que mal tenu le bilan à jour. 50 morts d'abord, puis 70, et la triste promesse qu'il ne s'agissait là que d'un bilan, hélas, provisoire. Il faudra plusieurs jours pour connaître le chiffre exact, comme il faudra plusieurs jours probablement aux habitants de Mayfield pour réaliser l'ampleur de la catastrophe. La tornade qui a frappé la ville a parcouru plus de 360 km avant de s'arrêter ici, sur l'agglomération, laissant sur son passage un véritable décor de zone de guerre. Des dizaines de tornades qui ont donc traversé 5 États. Le phénomène touche les États-Unis depuis des années, mais il se répète et apparaît comme de plus en plus violent. Alors comment se forme une tornade et à quoi doit-on s'attendre dans les prochaines années? Élément de réponse, Valérie Lerouge. Des vents d'une extrême violence, très localisés, et qui rasent tout sur leur passage. Les tornades tuent chaque année entre 300 et 400 personnes, dont la moitié aux États-Unis. Le phénomène se forme dans les orages, quand une masse d'air froid s'enroule autour de vents chauds ascendants, provoquant des tourbillons allant jusqu'à 500 km/h. Pour autant, contrairement à d'autres phénomènes comme les ouragans, difficile de connaître l'impact du réchauffement de la planète sur les tornades. Le changement climatique peut avoir un impact sur les tornades, mais pour l'instant, les chiffres ne sont pas parlants. On n'a pas non plus une observation concernant les tornades qui remonte à très loin, ce qui fait que c'est difficile de mettre en avant une évolution. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffres concordants qui vont vers une amplification ou au contraire une raréfaction des tornades. À défaut de savoir s'il y a plus de tornades, il est certain qu'on en voit davantage. Car les chasseurs de tornades sont de plus en plus équipés pour les détecter, les traquer, les filmer. Et leurs images spectaculaires font aussitôt le tour des réseaux sociaux. Ah, c'est la plus grosse tempête de grêle que j'ai jamais connue. Waouh, la vitre arrière! Aux États-Unis, des émissions de télé y sont même consacrées et n'hésitent pas à déployer des moyens extravagants. Car le phénomène dévastateur continue de fasciner, tant les images de tornades symbolisent à elles seules la force de la nature et le déchaînement des éléments. C'est la fin d'un cycle qui aura duré plus de 30 ans. Ce dimanche, les Calédoniens répondent pour la troisième fois sur leur indépendance, ultime étape du processus de décolonisation de l'accord de Nouméa. Participation en forte baisse cette année par rapport aux 2 scrutins précédents. Précision sur place avec William Cromwell.
Ça a beau être un jour de référendum, et même si le ciel ne l'indique pas, la Nouvelle-Calédonie est sous la menace d'une dépression tropicale et elle est actuellement en pré-alerte cyclonique. Malgré cela, les bureaux de vote ont ouvert effectivement à 7h, soit 1 heure avant les horaires habituels, pour éviter les attroupements, les longues files d'attente, puisque nous sommes en vigilance Covid, si l'on peut dire. 185 000 électeurs environ sont inscrits pour ce 3e référendum de l'accord de Nouméa. Sur les tables des bureaux de vote, un tas de bulletins oui, un tas de bulletins non. Pour répondre à la question, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est la même question qui avait été posée en 2018 et en 2020. La réponse ici, c'est à partir de 20h. À noter une différence par rapport aux 2 scrutins précédents, la présence assez importante de forces de l'ordre. 2200 hommes supplémentaires sont venus en renfort pour, je cite le Haut Commissariat, sécuriser l'opération référendaire. Et ça ne semble pas complètement inutile, si vous me permettez l'expression, puisqu'on nous signale déjà sur la petite île des Pins, au sud de la Grande Terre, des barrages autour d'un bureau de vote de l'île des Pins. Au chapitre de l'épidémie de Covid en France, la pression hospitalière ne faiblit pas. 787 personnes ont été admises dans les hôpitaux ces dernières 24 heures. Cette fois, c'est le Grand Est qui a réactivé le plan blanc face à la progression du virus. Ce sont désormais 7 régions qui sont concernées par cette mesure. Autre titre de l'actualité de ce dimanche, le retour du roi sur la planète football. L'ancien buteur des Lions indomptables Samuel Eto'o revient, mais cette fois comme président. Il a été élu à la tête de la Fédération camerounaise de football avec déjà un rendez-vous majeur. Dans moins d'un mois, le Cameroun accueillera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Kevin Battista. La joie des soutiens de Samuel Eto'o à l'énoncé du verdict. Leur candidat est élu président de la Fédération camerounaise de football. Vainqueur avec 12 voix d'écart, Samuel Eto'o a battu Seydou Mbombo. Sa campagne avait reçu le soutien de plusieurs de ses anciens coéquipiers. Je pense que c'est une grosse satisfaction pour Samuel et pour tous les footballeurs en fait. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent que les footballeurs n'ont pas leur place dans l'administration. Samuel aujourd'hui gagne des élections. Je pense qu'aujourd'hui c'est comme si tous les footballeurs devenaient présidents de la fédération, d'une fédération. Révélé au Real Madrid avant de briller notamment au FC Barcelone et à l'Inter Milan, Samuel Eto'o est considéré comme l'un des meilleurs attaquants des années 2000. Il est à ce jour le buteur le plus prolifique des Lions indomptables, la sélection camerounaise. Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur dit vivre avec cette élection le moment le plus fier de sa vie. Parmi ses promesses de campagne, développer le football féminin et lutter contre la corruption, des actions attendues par ses soutiens. Je pense que beaucoup de choses vont changer. J'attends de ce président, M. Samuel Eto'o, de rassembler les footballeurs camerounais, de rassembler les acteurs du football et de faire jouer et de donner égalité de chance entre un enfant d'un arrondissement et ceux de la capitale. Le mandat de Samuel Eto'o doit durer 4 ans. Des dossiers urgents l'attendent déjà. Le Cameroun doit notamment accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain. L'an dernier, la compétition avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Au Mexique, c'est l'un des pires drames migratoires de ces dernières années. Jeudi dernier, au moins 55 personnes sont mortes alors qu'elles étaient entassées dans un camion dans des conditions absolument inhumaines. La plupart de ces migrants venaient du Guatemala où 3 jours de deuil national ont été décrétés. Kevin Battista. Une prière pour ce qu'ils appellent un miracle. Dans un pays, le Guatemala, où 3 jours de deuil national ont été décrétés. Tous connaissent un homme, Celso Pacheco. Il a survécu à l'accident de la route au Mexique, dans lequel, quelques jours plus tôt, une 50aine de migrants ont perdu la vie. Sus sueños era cruzar y llegar a los Estados Unidos por la necesidad que teníamos. Tengo 2 hijas, una de 11 años y una de 2 años. Él vio la necesidad que teníamos. Cet accident, qui a également fait plus d'une centaine de blessés, implique de nombreux Guatémaltèques. Tous faisaient route vers Puebla pour ensuite se diriger vers le nord du Mexique. Une route migratoire qu'empruntent chaque année des milliers de personnes
le plus souvent en camion ou à pied pour ceux qui ne veulent pas payer les passeurs. Yo creo que todo lo que hemos hecho vale la pena seguir adelante. Yo les doy ánimo a todos los que estamos aquí que sigamos. Majoritairement originaires de pays d'Amérique centrale, ils n'ont qu'un objectif, atteindre et traverser le Mexique pour entrer aux États-Unis. Pour le président mexicain, les États-Unis doivent repenser leur politique migratoire pour éviter de nouveaux drames. Andrés Manuel López Obrador affirme avoir déjà évoqué le sujet avec Joe Biden. Duele mucho cuando se dan estos casos. No se ha podido lograr el que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio. Pour le Mexique, il y a urgence. Entre janvier et octobre, le pays a enregistré plus de 108 000 demandes d'asile. Les demandeurs doivent attendre ici l'examen de leur dossier aux États-Unis. C'est le programme Quédate en México, reste au Mexique, signé entre Mexico et Washington sous le mandat de Donald Trump. C'est l'information principale de ce journal, ces dizaines de tornades d'une extrême violence qui ont dévasté donc 5 États américains. On retrouve à Mayfield Mathieu Mabin, l'envoyé spécial de France 24. Bonsoir Mathieu, la nuit dernière a été terrible pour une partie des États-Unis. Où en est-on ce soir ? Oui, une nuit absolument terrible et une seconde nuit bien plus calme, celle-ci évidemment, mais qui n'est pas moins terrible puisque c'est le temps de l'inventaire. D'abord évidemment l'inventaire des disparus, des morts et des blessés, avec un bilan qui n'a pas cessé de monter durant toute la journée. Le gouverneur du Kentucky avait prévenu, il a d'abord annoncé 50 morts, puis 70. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, ces dernières heures, le chiffre avoisine les 90, mais grimpera encore très certainement. Il suffit de voir les images que vous avez évidemment diffusées ce matin, les images qui montrent l'état de cette ville de Mayfield qui ressemble beaucoup plus à un champ de bataille qu'à la petite ville extrêmement calme que Mayfield a été depuis le début de son histoire. Mayfield n'existe plus concrètement. Tout ce que Mayfield comptait de bâtiments administratifs, d'écoles, d'hôpitaux et évidemment de résidences privées a été pulvérisé, littéralement pulvérisé par ces tornades et notamment une tornade parmi la série qui a stagné sur la ville de Mayfield. C'est ce qui en fait la ville martyre aujourd'hui. Une tornade qui a stagné donc sur cette ville pendant plusieurs interminables minutes. Personne n'est réellement capable de dire combien de temps cela a duré. La population a été intégralement évacuée évidemment et relogée essentiellement chez des particuliers. Les villes avoisinantes qui constituent au moment où je vous parle un contraste absolument saisissant puisque c'est toute la particularité de ce phénomène climatique. Lorsqu'il passe sur une agglomération, rien ne reste après son passage. En revanche, la ville voisine peut être parfaitement intacte. Ce contraste est absolument saisissant, mais permet au moins l'accueil de la population de Mayfield qui comptait il y a encore quelques jours, il y a 24 heures en réalité, une population de 10 000 habitants, généralement une population sédentaire, originaire de la région, qui a vu tout simplement son habitat, sa ville et son histoire disparaître en quelques minutes, en une nuit. Le bilan, encore une fois, on l'a dit, ne va pas cesser de grimper au cours des prochaines heures. Il n'y a plus réellement de recherche, d'ailleurs, aucun espoir de retrouver des survivants sous les décombres. La ville de Mayfield est composée essentiellement d'un habitat à un étage ou 2 étages pour les bâtiments administratifs. Ce qui en réalité ne permet pas d'envisager de quelconque survivants sous les ruines comme cela pourrait être le cas avec des bâtiments élevés. Tout ce que l'État du Kentucky et les États voisins ont dépêché sur place, les volontaires, pompiers, secouristes, médecins qui pouvaient prêter main forte pour les recherches et pour soigner les blessés surtout, qui ont été redirigés vers les hôpitaux et les cliniques avoisinantes. Mathieu Mabin en direct de Mayfield, épicentre donc de la catastrophe aux États-Unis. Merci beaucoup à vous Mathieu et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain journal dans 15 minutes sur France 24. Merci.